Le silence du Sahel s'est brisé lorsque le MQ-9 Reaper a lancé un Hellfire X manqué, transformant une frappe chirurgicale en signal adressé à toute l'Afrique. Ce contraste brutal entre une opération pensée pour éliminer un seul homme et la mort de 3 civils a ouvert une fissure géopolitique inattendue, révélant l'ombre des puissances qui opèrent dans un espace aérien non autorisé. Alors que l'onde de choc se propageait, une question a émergé pour les peuples africains. Que signifie réellement cette attaque avortée pour leur souveraineté, surtout lorsque Ibrahim Traoré devient la cible directe? Dans ce bref instant, le rapport de force s'est éclairé. Dans le sillage immédiat de la frappe manquée, un enjeu central s'est imposé. Comprendre comment un drone militaire étranger a pu opérer dans le ciel du Burkina Faso sans autorisation. Et pourquoi cette intrusion vise un pays déjà placé au cœur des tensions du Sahel. La clé de lecture promise ici tient en 10 à 12 mots. Mesurez ce que cet événement révèle de la souveraineté africaine contemporaine. Le Burkina Faso, soumis depuis des années à la pression stratégique des puissances extérieures, voit désormais ce moment servir de catalyseur pour redéfinir son rôle dans un espace régional longtemps traité comme une zone d'influence. Alors que les interprétations divergent autour de la frappe, un fil conducteur se précise. Ce qui semblait n'être qu'un incident militaire isole en réalité un problème plus vaste, où survol non autorisé, opérations discrètes et lutte d'influence se mêlent. Et si l'erreur supposée du drone n'était que la partie visible d'un engrenage plus profond? Cette question, qui agit telle une micro-incision dans le récit, ouvre la porte à une exploration structurée des risques, des motivations et des conséquences qui redéfinissent la place de l'Afrique dans le jeu mondial. Le matin de l'attaque a livré son premier éclat de vérité. Un Hellfire SX, missile sans explosion mais doté de lames tranchantes, a dévié de sa cible pour frapper un camion civil, causant la mort de 3 innocents. Cette seule donnée chiffrée suffit à renverser l'hypothèse d'une simple bavure technique, imposant une lecture bien plus lourde des faits. À partir de ce point, une chronologie précise s'étire. Le MQ-9 Reaper, drone américain conçu pour des éliminations ciblées, a pénétré l'espace aérien du Burkina Faso sans autorisation, exécutant une manœuvre qui indiquait une intention définie. Éliminer un chef d'État africain, Ibrahim Traoré, perçu comme une figure montante de la souveraineté continentale. La frappe manquée a aussitôt ouvert un questionnement régional. Qui a ordonné l'opération et pourquoi un pays non engagé dans un conflit direct devait-il devenir le théâtre d'une telle incursion? Cette tension révélée n'a pas seulement touché Ouagadougou. À mesure que les heures passaient, la nouvelle s'est propagée dans tout le Sahel, zone où se croisent les ambitions de puissances occidentales, mais aussi celles de la Chine, de la Russie et des États-Unis, chacune cherchant à capter l'influence des gouvernements locaux. L'incident agit comme un révélateur brutal d'une compétition discrète mais continue, transformant un point d'impact isolé en une onde géopolitique large. La réaction immédiate du Burkina Faso a surpris plus d'un observateur. Au lieu d'un silence prudent, une demande publique a été faite pour divulguer les débris, les données radars et les preuves matérielles de la frappe. Cette initiative a placé Ibrahim Traoré au centre d'un récit inédit, un dirigeant refusant l'opacité et adoptant la transparence comme outil stratégique. Elle a aussi catalysé une solidarité nouvelle à travers l'Afrique, où l'attaque s'est perçue comme un message adressé non pas à un homme, mais à un continent cherchant à se libérer des interventions extérieures. Ainsi, l'erreur supposée d'un missile devient la porte d'entrée vers un basculement narratif, celui d'une Afrique qui observe, interroge et s'apprête à répondre. Au lendemain de la frappe manquée, une figure s'est imposée comme fil conducteur pour comprendre la bascule en cours. Un chef d'État
dont la réaction a surpris autant qu'elle a redéfini les attentes régionales. Ibrahim Traoré, loin de céder à la colère ou à la surenchère, a choisi de faire de l'incident un terrain de clarté, exigeant la publication des preuves matérielles et des données radars liées à l'attaque. Ce positionnement, rare dans un contexte où la sécurité nationale sert souvent de prétexte au secret, a rapidement transformé son rôle, de cible d'un acte hostile à guide d'un récit centré sur la souveraineté africaine. 2 scènes courtes éclairent ce tournant. Dans la première, à Ouagadougou, l'annonce publique d'une enquête ouverte a immédiatement attiré l'attention des voisins du Sahel, où chaque survol non autorisé suscite la crainte d'opérations similaires. Les discussions diplomatiques se sont multipliées, révélant un besoin commun de transparence et de coordination. Dans la seconde, observée dans plusieurs capitales africaines, la décision de Traoré a été perçue comme la preuve qu'un dirigeant pouvait affronter un acte de force occidentale sans se replier ni céder, en assumant la vérité comme outil de résistance. Ces 2 vignettes ont contribué à repositionner le Burkina Faso dans la conversation régionale. Elles montrent comment l'approche d'un seul leader nourrit une dynamique collective, prête à questionner les récits imposés, à revisiter les alliances existantes et à envisager une organisation continentale plus cohérente. Au cœur de ces mouvements, un constat demeure. La transparence peut devenir une stratégie. L'activation a commencé dès les premières minutes, suivant l'impact du missile. Le convoi présidentiel n'avait pas été touché, mais la déflagration politique qui s'annonçait dépassait largement les limites du Burkina Faso. Dans les rues de Ouagadougou, les premières rumeurs portaient déjà un mélange de peur et de détermination. Le fait que l'arme utilisée soit un Hellfire R9X, conçu pour éliminer une cible précise, sans explosion, indiquait qu'il ne s'agissait ni d'un avertissement flou, ni d'une opération improvisée. Le drone MQ-9 Reaper avait survolé un espace aérien fermé, franchi des limites souveraines, et déclenché un acte interprété comme hostile par une nation qui n'était engagée dans aucune guerre contre les puissances capables de déployer un tel appareil. Cette violation a agi comme un point d'allumage. Tout s'est enchaîné. Les ministères ont fermé leurs portes. Les canaux diplomatiques ont été activés. Les forces de sécurité ont verrouillé les vigilé les zones sensibles. Le message était clair. Un seuil venait d'être franchi. Le passage au cœur du climax s'est produit lorsque les détails techniques ont commencé à circuler. Ce missile qui tue avec des lames. Ce drone piloté depuis des milliers de kilomètres. Ce convoi épargné de peu. 3 civils morts dans un camion venu du quotidien, le plus banal. Un pays entier placé sur une ligne de tir. C'est à ce moment que le nom d'Ibrahim Traoré est devenu un point fixe dans les discussions, non pas seulement comme chef d'État visé, mais comme incarnation de ce basculement dans les rapports de force. Le choc de l'attaque a traversé le Sahel comme un courant électrique. À Bamako, à Niamey, à N'Djamena, on s'interrogeait sur l'origine de l'ordre, ayant dirigé un drone américain dans le ciel burkinabé. À Paris, Washington ou Bruxelles, le silence était resté lourd. Aucun communiqué clair, aucune reconnaissance, aucune explication. Cette absence de réaction immédiate a amplifié la perception d'un affront. Le Burkina Faso n'était pas seulement une cible, il devenait un symbole. Les puissances extérieures semblaient minimiser l'incident, mais chaque heure qui passait rendait la version d'un simple accident moins crédible. Le missile n'avait pas frappé son objectif, mais l'onde stratégique, elle, ne s'était pas arrêtée. Puis la phase de répercussion s'est installée. Elle était large, persistante, profonde. Les gouvernements africains ont commencé à se manifester un par un. Le Mali, le Niger, le Tchad. Des déclarations brèves mais fermes. Appel à la clarté, appel à la transparence, appel au respect des espaces souverains. Au Burkina Faso, la réponse n'a pas été militaire, mais méthodique. Ibrahim Traoré a exigé la diffusion des preuves, débris, données radars, images associées. Ce choix a surpris. Il rompait avec les réflexes habituels face aux intrusions extérieures.
En lieu et place d'une escalade brutale, il proposait une riposte fondée sur la vérité. Cette stratégie a consolidé la solidarité africaine. Dans plusieurs capitales, la frappe fut interprétée non comme une erreur technique, mais comme un signal adressé aux nations, cherchant à se libérer de l'influence occidentale. Dans les rues, les citoyens ont commencé à discuter de souveraineté, de contrôle territorial, de sécurité collective. La propagande classique ne tenait plus. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Un appareil étranger avait tenté une élimination ciblée. Un pays africain avait choisi de répondre par la lumière. Et cette lumière, désormais, se propageait. Le point de départ est simple. 3 civils ont été tués lorsqu'un Hellfire X a frappé un camion civil au lieu du convoi présidentiel. Ce nombre paraît faible en apparence, mais il indique une précision dévoyée, car cette arme s'est conçue pour éviter les pertes collatérales. Le contraste entre la promesse technologique et ce résultat funeste est un premier indicateur du décalage entre l'objectif affiché et les faits réels. Le deuxième repère est matériel. Un seul missile a suffi à transformer un incident local en crise géopolitique continentale. L'usage d'un projectile individuel rappelle que la frappe visait une cible unique, renforçant l'impression d'une opération calibrée. Ce missile isolé a donc produit un écho bien plus vaste que sa charge physique. Enfin, les données relevées après l'attaque montrent un fait essentiel. Un MQ-9 Reaper a pénétré l'espace aérien burkinabé sans autorisation, révélant une violation explicite de souveraineté. Ce type de drone est réservé aux missions de haute précision, ce qui renforce la perception d'une action intentionnelle. À partir de ces 3 marqueurs, la dynamique se déploie. Le Burkina Faso n'a pas réagi par un déni ni une recherche d'ennemis internes. Au contraire, une exigence de transparence a été formulée immédiatement. Publier les débris, les relevés radars, les images associées. Ce geste a replacé la donnée chiffrée au centre de la lecture politique, transformant ce qui aurait pu rester une affaire opaque en un dossier factuel consultable. Cette méthode a surpris. Beaucoup s'attendaient à une réponse militaire ou à une communication fermée. Mais le choix d'une démonstration par la preuve, portée en premier lieu par Ibrahim Traoré, a modifié les équilibres. Dans d'autres capitales africaines, cette orientation a été interprétée comme un signal que la souveraineté peut se défendre par la rigueur des faits, plutôt que par la surenchère. Le recours à l'information brute, plutôt qu'à l'escalade, a donné au Burkina Faso une position nouvelle, celle d'un État prêt à exposer la réalité, même au prix de déranger des alliés ou de mettre en lumière des pratiques contestables. L'effet s'est vite diffusé. Plusieurs gouvernements ont commencé à demander, eux aussi, des protocoles plus stricts de surveillance des espaces aériens. Les discussions sur les intrusions non autorisées, souvent reléguées aux marges, sont revenues au centre. Les médias africains ont consacré davantage de couverture aux mécanismes techniques des survols étrangers, redonnant un contexte factuel à des phénomènes souvent présentés comme inévitables. Cette bascule vers l'objectivation a également touché la population. Pour beaucoup de citoyens du Sahel, les chiffres dévoilés ont constitué une prise de conscience. Une seule frappe ratée, menée par un appareil piloté depuis l'étranger, pouvait provoquer une chaîne de réactions diplomatiques et militaires, révélant la fragilité des États confrontés à des opérations menées sans coordination. Le discours officiel n'était plus seulement celui d'un pays attaqué, mais celui d'un pays qui documente, analyse et revendique la vérité comme ligne de défense. Ainsi, en partant de 3 données simples, 3 victimes civiles, un missile unique, un drone intrusif, un cadre analytique s'est imposé, celui d'une Afrique qui examine les faits au lieu de subir les narrations extérieures. Et ce cadre, désormais, oriente la suite du récit. 2 thèses majeures se sont imposées pour expliquer la tentative d'élimination ciblée qui a traversé le ciel du Burkina Faso. La première, souvent relayée par les observateurs extérieurs, avance que l'opération pourrait résulter d'une confusion technique ou d'un mauvais ciblage, hypothèse déjà utilisée dans d'autres régions où les drones opèrent en zone grise.
Selon cette logique, le MQ-9 Reaper aurait suivi une signature erronée, provoquant la frappe involontaire d'un véhicule civil. L'idée repose sur un principe souvent invoqué. Dans les espaces instables, les marges d'erreur technologiques peuvent dépasser les intentions initiales. Cette lecture, prudente, cherche à neutraliser l'impact politique de l'incident en l'inscrivant dans le registre des accidents regrettables. La seconde thèse, portée par de nombreux gouvernements et analystes africains, affirme au contraire que la frappe n'a rien d'un hasard. L'usage d'un Hellfire R9X, arme conçue pour éliminer une cible spécifique sans explosion, renforce l'idée d'une opération ciblée et préméditée. Le fait qu'elle ait été exécutée dans un espace aérien où aucune autorisation n'avait été accordée écarte la possibilité d'une simple méprise. Pour cette lecture, la tentative de neutraliser un chef d'État africain s'inscrit dans une longue histoire d'ingérence où le Sahel sert de champ d'expérimentation aux stratégies extérieures. Ainsi, la mort des 3 civils devient la preuve concrète d'une intention dont l'ampleur dépasse le cadre strictement militaire. Face à ces 2 pôles argumentatifs, la réponse la plus solide reste celle qui s'appuie sur les faits établis dans les heures suivant l'attaque. Aucun élément transmis par les autorités burkinabées ne va dans le sens d'une confusion technique. À l'inverse, la collecte des débris du missile, la publication annoncée des données radars et l'analyse des trajectoires laissent penser qu'il s'agit d'une action précise, contrecarrée par une déviation de dernière seconde. Cette approche factuelle n'attribue pas d'intention invisible, mais elle écarte l'hypothèse d'un accident simple. Elle recentre le débat sur l'essentiel. Une intrusion non autorisée, une arme chirurgicale et un pays placé devant un acte porteur de conséquences géopolitiques majeures. La vérité a basculé. Dès que le Burkina Faso a exigé la publication des preuves matérielles de la frappe, l'équilibre du récit régional s'est déplacé. Ce n'était plus seulement une attaque manquée, c'était l'ouverture d'un espace où les États du Sahel pouvaient enfin examiner les intrusions extérieures sans être contraints par les versions imposées. La demande de transparence a agi comme un déclencheur, en particulier lorsque les premiers échos diplomatiques ont commencé à remonter depuis le Mali et le Niger, 2 pays confrontés à des pressions similaires dans leur espace aérien. Cette bascule a montré qu'un incident technique pouvait devenir un pivot politique lorsqu'un dirigeant refusait la logique du secret. En exigeant la diffusion des débris, des données radars et des éléments matériels, Ibrahim Traoré a replacé la responsabilité au centre du débat, incitant d'autres nations à questionner leur propre vulnérabilité. L'effet s'est propagé rapidement. Au lieu de subir les discours de l'extérieur, plusieurs gouvernements africains ont commencé à s'appuyer sur les faits disponibles pour reconstruire leur propre grille de lecture. Ainsi, le midpoint ne tient pas à la frappe elle-même, mais à ce qu'elle a libéré, une capacité nouvelle à regarder les événements avec des outils africains, sans filtre imposé. L'onde de l'attaque manquée n'a pas seulement traversé les institutions, elle s'est diffusée dans 4 cercles d'impact distincts, chacun révélant une facette de la transformation en cours. Pour les gouvernements du continent, la frappe a agi comme un moment de vérité. Ce qui semblait d'abord être un événement isolé s'est rapidement imposé comme la démonstration d'une vulnérabilité partagée. Un drone étranger peut pénétrer un espace aérien sans annonce, effectuer une frappe précise et quitter la zone sans rendre de compte. Au Mali, au Niger et dans d'autres pays du Sahel, les discussions se sont intensifiées. Plusieurs capitales ont souligné la nécessité d'un cadre commun de surveillance, non pour militariser davantage la région, mais pour éviter que des opérations extérieures ne se déroulent dans une opacité totale. La décision d'ouvrir les preuves matérielles au public est apparue comme une méthode que d'autres États pourraient reprendre, rendant plus difficile la dissimulation de telles interventions. Dans l'arène diplomatique, la réaction a été moins homogène. Les pays africains ont exprimé une solidarité croissante, voyant dans l'épisode une répétition des ingérences dont la région du Sahel a souvent fait les frais. À l'inverse, les puissances occidentales se sont montrées plus évasives,
réduisant l'incident à un malentendu ou un épisode isolé. Ce contraste a nourri une perception renforcée. La souveraineté africaine reste considérée comme secondaire lorsqu'elle contredit les intérêts extérieurs. La posture assumée par Ibrahim Traoré, centrée sur la transparence, a déplacé la conversation vers une question plus large. Qui a le droit d'agir dans les cieux africains et selon quelles règles? Dans les rues du Burkina Faso et au-delà, la frappe a ouvert un débat inattendu. Les citoyens ont questionné le rôle des puissances étrangères, la fiabilité des accords de sécurité et la nécessité d'un contrôle direct des mécanismes de défense. Les images du camion détruit et la mention des 3 victimes civiles ont été reprises dans les discussions quotidiennes, révélant une prise de conscience. Même une opération présentée comme chirurgicale peut dériver et toucher des innocents. Le fait qu'un État africain choisisse la lumière plutôt que le secret a renforcé le soutien populaire, créant un sentiment qu'une nouvelle manière de répondre aux pressions extérieures était possible. Dans la région plus vaste, la frappe a cristallisé un changement de posture. Les pays du Sahel, souvent divisés sur les questions de sécurité, ont perçu la nécessité d'une coordination stratégique minimale. La notion de réseau d'alerte partagé, évoquée dans les jours qui ont suivi, a trouvé un écho nouveau. Les populations, quant à elles, ont ressenti qu'un seuil venait d'être franchi. Si un drone étranger peut viser un chef d'État, alors chaque pays doit reconsidérer ses propres mécanismes de protection. Cette réflexion a été amplifiée par l'attitude mesurée d'Ibrahim Traoré, qui, sans recourir à la menace, a replacé la souveraineté au centre du débat régional. À l'issue des premières semaines, suivant la frappe manquée, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne prédisent rien, mais offrent un cadre pour comprendre comment l'incident pourrait continuer à façonner les relations entre le Burkina Faso, le Sahel et les puissances extérieures. Chacune repose sur les dynamiques révélées par l'attaque, notamment la transparence imposée par Ouagadougou et la réaction contrastée des acteurs internationaux. Si les États africains maintiennent la ligne de transparence initiée après l'attaque, alors une structure de coordination régionale pourrait se renforcer progressivement. Dans cette configuration, les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso approfondiraient leurs échanges autour de la surveillance aérienne et du partage d'informations techniques. Ce scénario repose sur une continuité mesurée. Pas de rupture majeure, mais une intégration lente d'outils permettant de prévenir d'autres intrusions. Les puissances occidentales, quant à elles, adopteraient un ton réservé, sans toutefois modifier leurs pratiques de manière profonde. Si la dynamique de solidarité née de la frappe continue de s'élargir, alors les États du Sahel pourraient enclencher un cycle de coopération plus ambitieux. Dans cette hypothèse, les efforts initiaux, publication de preuves, demande d'enquête, coordination diplomatique, serviraient de socle pour une initiative plus vaste, proche d'un mécanisme africain de défense collective. Les discussions autour du contrôle des espaces aériens prendraient une dimension institutionnelle, engageant plusieurs pays au-delà de la zone immédiate. Ce scénario verrait une Afrique plus confiante, utilisant les faits pour formuler ses propres normes de sécurité. Si les puissances étrangères maintiennent un silence prolongé tout en poursuivant des opérations discrètes, alors la fracture géopolitique pourrait s'accentuer. Dans cette éventualité, les États africains percevraient les intrusions aériennes comme des signaux répétés, ce qui nourrirait la défiance et pousserait certains gouvernements à adopter des postures plus abruptes. Le risque principal réside dans une escalade involontaire. Chaque incident, même mineur, serait lu à travers le prisme de la tentative d'assassinat, amplifiant la suspicion et la polarisation entre les blocs régionaux. L'incident qui a secoué le Burkina Faso n'a pas seulement réorganisé les équilibres géopolitiques, il a aussi modifié la manière dont les citoyens du Sahel, les diasporas africaines
et les observateurs internationaux perçoivent leur propre rapport à la souveraineté. Pour ceux qui vivent dans les pays directement concernés, l'attaque a rappelé une réalité souvent sous-estimée. Les décisions prises à plusieurs milliers de kilomètres peuvent, en quelques secondes, bouleverser un quotidien fait de travail, de déplacements et de préoccupations ordinaires. Les 3 victimes civiles ont incarné cette fragilité, rappelant que les opérations chirurgicales ne restent jamais confinées aux cibles annoncées. Pour les diasporas présentes. En Europe, en Amérique ou ailleurs, l'événement a suscité une autre interrogation. Comment un pays africain peut-il défendre ses espaces, son ciel, ses institutions, lorsqu'il fait face à des acteurs disposant d'une puissance technologique largement supérieure? Ce questionnement a nourri des échanges, des tribunes et des discussions publiques qui ont mis en avant une idée simple. La souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un ensemble de mécanismes concrets qui protègent les vies quotidiennes. Quant aux observateurs extérieurs, souvent habitués à analyser le Sahel sous l'angle unique de l'instabilité, l'attaque a imposé un ajustement. Le recours à la transparence, inédit dans ce type d'incident, a ouvert une perspective nouvelle. Un pays africain peut exiger des comptes, documenter les faits et refuser le silence imposé par des puissances plus grandes. Cette attitude a mis en lumière une attente partagée par beaucoup, celle de voir des États affirmer leur position non par la force, mais par la clarté. Ainsi, derrière la frappe, une question traverse désormais les conversations. Comment chaque individu, chaque citoyen, peut-il renforcer la vigilance collective sans tomber dans la peur? Une question simple, mais structurante. Au moment où l'on revisite le fil des événements, un détail persiste. Ce camion civil, broyé par un missile qui n'aurait jamais dû se trouver là, est devenu l'image silencieuse d'un tournant pour tout un continent. Ce matin-là, bien avant que les communiqués officiels n'arrivent, l'odeur de la poussière et du métal brûlé racontait déjà ce que les discours mettraient des heures à formuler. Une frontière invisible avait été franchie. Lorsque Ibrahim Traoré a choisi de ne rien dissimuler, de montrer les débris, les trajectoires, les traces laissées dans le sol, il a réinjecté dans cette scène brute une forme de dignité politique que peu attendaient. Ce geste a permis de transformer un acte hostile en point d'appui et le traumatisme en moteur. À travers les réactions des capitales africaines, des citoyens du Sahel et même des observateurs sceptiques, une idée a circulé. L'Afrique n'est pas condamnée à subir ce qui se déroule au-dessus de ses frontières. Elle peut répondre, pas par la peur, mais par la clarté. Et dans ce retournement discret, presque intime, une certitude s'est imposée. La vérité change les rapports de force. À la fin de cette séquence, une évidence demeure. L'attaque manquée n'a pas seulement exposé les tensions géopolitiques du Sahel, elle a aussi rappelé à quel point la souveraineté se construit par la vigilance collective. Les faits révélés, les preuves demandées, les réactions venues de tout le continent ont montré qu'un pays peut encore choisir la transparence face à ceux qui préfèrent l'ombre. Ce choix, qui semblait au départ isolé, s'est transformé en point d'ancrage pour un débat plus large sur la manière de protéger les peuples africains des ingérences discrètes. Dans cet espace nouvellement ouvert, chacun, citoyen, observateur, membre de la diaspora ou simple lecteur, peut contribuer à maintenir l'attention sur les enjeux soulevés. Il ne s'agit pas d'adopter des positions abruptes, mais de nourrir un dialogue où chaque question devient un outil de lucidité. Alors, que faudrait-il pour que ce moment devienne un engagement durable? Et comment, selon vous, l'Afrique peut-elle renforcer cette culture de transparence sans perdre sa stabilité?